France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour le LGF, pour le Grand Forum jusque 18h30 en ce jeudi. Nous sommes le 27 juillet, j'espère que tout va bien pour vous. Pour m'accompagner, oui, il est encore là, oui, il est là et avec plaisir même. Jean-Marc Zébellus, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Très bien Christophe, un peu froid quand même. On n'a pas le soleil, mais on tentera de porter un peu de soleil dans les différents foyers de nos auditeurs. Notre ami Zébellus qui est un des plus fidèles de la team LGF parce que on sent que c'est la fin des fins de saison, tu sais, il y en a plein qui comment dirais-je, je cherche le terme. Mais sont au moins psychologiquement en vacances, même s'ils sont pas encore partis physiquement. Tu vois, c'est le matin, ouais, je peux pas venir. Ouais, j'ai un problème. Ouais. J'ai une voiture, j'ai du gasoil à mettre. Ouais. Ils nous racontent leur vie. Voilà, c'est ça. 36 cases mobiles, les gars. Bon, en tout cas, on les salue tous, évidemment. Alors, donc jusqu'à 18h30 avec au programme aujourd'hui, on va commencer à parler de cette situation et d'une accalmie qui se profile au Proche-Orient. Jean-Marc, Israël a démantelé les détecteurs de métaux, vous le savez, et les caméras installées sur l'esplanade des mosquées. Ce matin, les autorités musulmanes appellent les fidèles à reprendre le chemin de la mosquée d'Al-Aqsa. On pourra se poser la question finalement, est-ce que la pression a eu raison sur le coup, puisque vous savez, il y a eu pas mal de pression de fait, un conseil de sécurité qui s'est réuni, le conseil de l'ONU lundi soir. Une lettre d'ailleurs que je vous invite à lire qui a été envoyée à l'ONU par le roi Mohamed VI qui vraiment dénonce pour le coup les agissements israéliens. Quoi qu'il en soit, visiblement donc on semble retrouver une certaine accalmie à la veille donc de la journée de prière. Et on parlera aussi des députés qui font un pas de plus vers la moralisation de la vie politique et de la vie publique. Il n'y aura pas ou plus d'emplois familiaux à l'Assemblée nationale sous peine de prison et d'amende. Et on fera le point d'ailleurs tout à l'heure avec Karim qui sera avec nous, membre de la team LGF qui a suivi les débats et il nous en parlera donc tout à l'heure avec lui, on sera à 17h. Mais qui est aussi attaché parlementaire. Attaché parlementaire effectivement d'une députée En Marche, donc il nous donnera un petit peu tout son ressenti depuis qu'il a fait son retour lui à l'Assemblée nationale tout à l'heure à 17h. Et puis alors j'ai cru voir mon cher ami Jean-Marc, on fera le point tout à l'heure, on se dirige vers la fin du CDI, le contrat à durée indéterminée. Tout à fait, c'est une spécificité française et on y va lentement mais sûrement. C'est-à-dire plus de protection concrètement pour les différents salariés. Alors justement, ce qui occasionne quand même quelques problématiques, par exemple de pouvoir contracter un crédit auprès d'une banque, quand on n'a plus de CDI, ça va être compliqué? Non, parce que ce sera aux banques de changer, parce que dans les autres pays d'Europe, il n'y a pas de condition d'avoir un CDI ou CDD. Et je veux dire, les banques se sont calquées sur ce truc par rapport à leurs exigences, mais dans les autres pays, il n'y a pas cette notion de CDI, CDD, et puis les banques regardent surtout les revenus des gens, on regarde son passé et tout, etc. Et puis bon, on va pas... Je me souviens quand même à une époque, si t'avais pas de CDI, c'était difficile d'obtenir un crédit. Hein. Tout à fait, mais en fait ça veut rien dire parce que la banque c'est N-1, on regarde les impôts qu'on a eu l'année d'avant, parce que en général, et si quelqu'un est rentré dans un travail, même en ayant un CDI, rien ne justifie, ne sécurise qu'il a vraiment son contrat à vie et qu'il sera dans cet emploi tout au long de sa vie. C'est sûr. Donc ça veut rien dire. Quoi qu'il en soit, on en parlera avec vous tout à l'heure. Est-ce une bonne chose, la fin du CDI? Au 01 40 33 9000 pour nous parler et intervenir à n'importe quel moment. Nous ferons aussi un petit tour du côté du mobile répondeur où Myriam nous a laissé un message de la Champagne-Ardenne. Un message parmi les nombreux messages que l'on a sélectionnés en rapport avec la Libye. Vous savez que Emmanuel Macron a réuni les deux protagonistes concernant la Libye et visiblement part sur un accord concernant la Libye, l'arrêt donc des hostilités militaires et surtout l'organisation d'élections d'ici le printemps en Libye. Myriam a souhaité réagir et on écoutera donc son message. Voilà, pour le coup, c'est la fin de saison mon cher Jean-Marc. C'est le moment de faire le bilan avec Neg Marron. Et calmement, bien sûr. On fait le bilan calmement, évidemment, de cette fin de saison avec le groupe Neg Marron. Tout le secteur A à l'époque. Ça, c'était la petite période 2000, quoi. Oui, aux alentours 2000, 2002, quoi. C'était sympa. Neg Marron, histoire de faire le bilan tranquillement cette fin de saison sur France Maghreb 2. Et oui, et c'est bien sûr les bilans dans tous les domaines d'ailleurs quand on est en fin de saison. C'est les résultats, c'est les sondages, c'est les auditeurs. Il y en a plus, il y en a moins. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe en radio. Et en tout cas, on est ravis de vous compter un peu plus chaque jour dans cette émission, à l'écoute de cette émission, de la radio en général. Que vous soyez d'ailleurs de Marseille, on vous salue. Grosse percée à Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand.
Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Amiens, Le Havre et partout ailleurs. Et grâce aussi à l'application France Maghreb 2 que vous pouvez d'ores et déjà télécharger sur votre smartphone, sur l'Apple Store, sur Android. N'hésitez pas donc à télécharger l'application France Maghreb 2 pour rester connecté ainsi à votre radio et plein de petits services en annexe qui vont se rajouter d'ailleurs sur l'application. Vous pourrez notamment, par exemple, écouter les grands moments du Grand Forum au travers de votre application. Voilà, plus besoin d'aller chercher partout. Hop, vous aurez tout à portée de main, vous allez dire, à portée de téléphone. Sur votre application, c'est ça l'avenir. Voilà, la FM qui est peut-être amenée à évoluer. Le système d'écoute de la radio avait beaucoup évolué, Jean-Marc. On se souvient à l'époque de nos vieux postes, tu sais, les vieux transistors, tu te rappelles? Oui, il fallait bouger l'antenne. Voilà, fallait faire pour des que ça trucs capte bien. de folie. Et là, voilà, maintenant, on en est à écouter sa radio via le téléphone. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Et puis la nouvelle application qui a été mise en place, grande félicitations à ceux qui ont eu Repo, parce que je la trouve vraiment géniale et super sympa cette nouvelle. Ouais, mais elle est pas encore au top. Elle est amenée à évoluer. Mais elle est vraiment géniale. Je veux dire, on arrive quand même à bien écouter, on arrive à faire des trucs assez sympas. Bon, c'est pas complètement terminé. On va encore continuer la configuration, mais c'est déjà vraiment sympa. Donc n'hésitez pas, France Maghreb 2, c'est ce que vous tapez donc dans le Play Store ou l'Apple Store pour télécharger donc votre application France Maghreb 2, évidemment qu'elle est gratuite. Bah oui. Voilà, et puis le site aussi à découvrir, le nouveau site internet francemaghreb2.fr. Et la page Facebook, toujours et encore, pour être au parfum de l'actualité, avec photos et vidéos, plein de trucs sympas à regarder, découvrir, pour vous y abonner. Donc France Maghreb 2. Voilà le grand forum. Après avoir fait un peu de pub pour tout cela, on revient dans un instant avec donc une situation qui se calme au Proche-Orient, puisqu'après avoir retiré les détecteurs de métaux, les Israéliens ont retiré les caméras. Du coup, les fidèles musulmans sont appelés à revenir à la mosquée d'Al-Aqsa pour y prier demain. LGF, le grand forum, l'avant-dernière de la saison avant les vacances, évidemment bien mérité pour toute l'équipe pour le coup, avec Jean-Marc Zébellus qui est là aujourd'hui une nouvelle fois parmi nous. Je rappelle qu'à partir de 17h on fera un petit focus sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale et on aura pour le coup des coulisses de ce qui s'y passe, parce que voilà, il y a pas mal de choses. On parlera notamment dans le zapping. T'as vu le dernier coup de la France Insoumise là pour le coup? Tout à fait. Bon, il faut un petit peu les agitateurs, c'est bien, ça remet un peu les choses au consent, l'établissement bien établi est remis en question, et puis c'est très très bien, les choses changent. Alors vos appels évidemment 01 40 33 9000, allez-y, lâchez-vous, c'est l'avant-dernière, demain la dernière, avec un certain nombre de la team qui viendra nous rendre visite. En tout cas, ils y sont invités, pour ceux qui sont pas partis en vacances, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont partis en vacances, et on leur souhaite d'ailleurs de bonnes vacances. Je sais que Youssef Brakni est arrivé à Argelès, que Maïs Leroy est en Suisse. Ah, les vénards. Ouais. Je leur souhaite surtout de très bonnes vacances, qu'ils en profitent un maximum et qu'ils nous reviennent avec, comme d'habitude, plein d'idées et beaucoup de bonnes choses à partager avec les auditeurs. Voilà. Et puis Hicham Terak est en réunion. Voilà. Oui, Chanterac, oui. Il est fichier E, lui. Voilà. Non, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs pourquoi il est fichier E, parce qu'à l'époque, vous savez, il y a eu un problème de carburant pendant quelques jours en France, là, il y a quelques mois maintenant, et il nous avait fait le coup, j'ai plus de gasoil dans la voiture. Voilà. Donc, voilà, d'essence il avait dit. C'est pour ça qu'on a fiché. Après on lui a dit mais l'électricité, il a dit j'ai aussi l'électrique. Donc on va te ficher voilà. Voilà, en tout cas, Hicham, on le salue, le poteau. Voilà. Alors pour commencer cette émission, on va parler de ce qui se passe au Proche-Orient, pour le coup avec visiblement peut-être de bonnes nouvelles. Après 10 jours de bras de fer, des dizaines de blessés, Israël donc fait un pas en arrière. Et morts, il y a eu des morts aussi. Oui, des morts et des blessés. Ouais. Donc Israël qui fait un pas en arrière et a démonté cette nuit donc l'ensemble des caméras installées sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, un geste d'apaisement en direction des Palestiniens qui sont appelés à revenir prier dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Recul assorti quand même d'une mise en garde. Pas d'explication officielle en tout cas à ce stade du repli israélien. Un ministre proche du chef du gouvernement Netanyahou dit qu'il s'agit d'une décision courageuse et non pas d'une capitulation. Une porte-parole de la police, elle, s'est contentée de préciser que les forces de sécurité n'étaient revenues aux mesures en vigueur avant l'attaque donc survenue sur le mont du Temple le 14 juillet dernier, a-t-elle affirmé. Alors mardi, la police a retiré, vous savez, les portiques détecteurs de métaux. La nuit dernière, ce sont des rails et des échafaudages mis en place pour l'installation des caméras de surveillance
qui ont à leur tour été démontés, à la grande joie donc d'une foule de manifestants venus assister à l'événement. Et simultanément, le chef de la police de Jérusalem a lancé une mise en garde. Nous ne tolérerons aucune provocation, a-t-il lancé. Nous voulons permettre la prière du vendredi dans le calme et l'ordre, a-t-il ajouté. Alors, on peut parler peut-être de colère au sein de l'aile droite de la coalition gouvernementale. Netanyahou a présenté aux Palestiniens une victoire sur un plateau doré, affirment plusieurs députés nationalistes. Et la gauche, elle, critique la gestion de cette crise et notamment son élargissement au niveau régional, à commencer donc par la Jordanie. Alors la question qu'on peut se poser, Jean-Marc, amis auditeurs, auditrices, et vous êtes appelés à nous appeler pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. On dit souvent que l'ONU ne sert à rien, l'ONU est un machin, comme disait le général de Gaulle. Est-ce que finalement la pression internationale commence peut-être à peser et a permis justement à ce qu'Israël recule et fasse un pas en arrière? Le monde, quand je dis le monde, beaucoup de personnes, de personnalités, de citoyens lambda commencent à prendre fait et cause et à reconnaître que aujourd'hui, ce qui se passe dans ces territoires occupés n'est pas acceptable pour la condition humaine, la dignité humaine et les droits de l'homme. Là, je pense qu'ils ont voulu redéplacer les choses sur le fait religieux. Ouais. Refaire en sorte que ce soit une histoire de religion, de manière à ce que les gens disent, ça concerne que les musulmans, ça ne nous concerne pas. Et là, ça fait petite, ça n'a pas marché. Parce qu'il s'agit bien de violation des droits de l'homme, de l'atteinte à la dignité humaine. Ouais. Et on se dirige vers on est carrément dans un cas de génocide, puisque on veut carrément faire disparaître ces gens, faire disparaître ce territoire, cet État qui devrait déjà avoir lieu, n'a toujours pas eu lieu de façon officielle, même s'il est reconnu par quelques pays. Donc là, c'est quelque chose de très délicat. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des coups d'épée dans l'eau pour pouvoir attirer l'attention, pour que de l'autre côté, à travers ces provocations, se manifestent des actes de désespoir qu'on qualifie de terrorisme, d'actes de terrorisme, alors que ce sont des actes de désespoir. C'est des gens qui sont désemparés et qui ne voient plus l'issue, qui ne voient plus de solution et qui se suicident, qui font un peu n'importe quoi. Il faut aussi essayer de comprendre les choses. Je ne justifie pas ces actes, mais quand l'homme est dans désespoir, il est capable de tout. Donc aujourd'hui, l'ONU ne sert peut-être pas à grand-chose, mais quelque part, ça peut être jouer un petit rôle dans le bon sens du terme, mais ce n'est qu'un début et il faut que les choses continuent, que les colonisations arrêtent et qu'on laisse ce peuple vivre dignement et tranquillement et qu'on finit par leur accorder de façon officielle un État comme il se doit, souverain. Mais quand même, on peut se poser la question parce qu'on se disait souvent, oui, de toute façon, Israël peut faire ce qu'elle veut, sans que même si le monde bouge, finalement, ils s'en fichent complètement puisqu'ils ne respectent et n'ont respecté aucune des résolutions d'ailleurs. Mais là, pour le coup, sur ce problème, sur cet aspect-là de la mosquée Al-Aqsa, comme tu l'as si bien dit d'ailleurs, Jean-Marc, puisque Israël a tenté d'aller sur le volet religieux, ça n'a pas marché. Même d'ailleurs, le roi Mohamed VI a envoyé une lettre très agressive envers les Israéliens pour dénoncer leurs agissements. Je vous invite d'ailleurs à la lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc la pression marche, la pression fonctionne. Dès l'instant qu'elle est construite, organisée, ça marche. Preuve en est. Alors c'est vrai qu'il faut faire très attention et se méfier parce que c'est vrai que ça peut être pour le coup un pas en arrière, mais on n'est pas à l'abri après de 2 pas en avant de la part d'Israël. Vous savez comment ça se passe. Aucune confiance accordée à ce gouvernement ultra-sioniste. En tout cas, c'est un petit pas, mais c'est quand même un petit pas. On va dire c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est l'océan constitué de gouttes d'eau. Donc je pense qu'on est en train de prendre le bon chemin, qui sera encore long. Il faudra s'amener de patience, mais il faudra quand même continuer la résistance et continuer à dénoncer ces exactions, ces actes de violence, ces actes de barbarie menés, parce qu'on a pu voir, faut dire aussi que les caméras ont fait, les téléphones et tout ont fait quand même quelque chose de très important, parce qu'on a pu voir des gens qui simplement posaient un tapis et qui voulaient prier et qu'on les frappait dans la rue. On les empêchait, ils étaient pas violents, on faisait des actes de violence contre eux. Ouais. Donc ça aussi, le monde a vu. Et maintenant, le monde commence à voir les choses. Donc je pense que
ça aussi, ça y a fait. Et puis il y a aussi beaucoup de citoyens lambda qui ont partagé ces pages, qui ont fait écho de tout cela aussi, qui ont joué un rôle tout aussi important sur les réseaux sociaux que l'ONU. Ça, il faut le reconnaître. Et il faut dire aussi qu'il y a aussi des juifs, des définitions de confession juive, qui ont aussi manifesté leur désaccord. Faut pas l'oublier aussi. On a quand même des gens de confession juive qui ne sont pas d'accord. Et ça, il faut le souligner et il faut le dire. Il faut le dire parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que fait l'État juif. Beaucoup de juifs, beaucoup d'Israéliens ne partagent pas à 100% qui aimeraient aussi vivre dans la tranquillité. Parce qu'on peut pas vivre dans la tranquillité quand on a un peuple à côté qu'on fait subir toutes ces violences, tous ces actes d'agression, de barbarie. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et il faut dire qu'aucun peuple n'a le privilège du terrorisme, que personne ne naît avec les gènes du terrorisme. Simplement, c'est des revendications qui sont faites. On a connu ce cas en Afrique du Sud où Nelson Mandela était reconnu comme un terroriste par tout le monde. Et jusqu'à la fin, en faisant pas de concessions, en restant dans sa ligne de conduite, en restant toujours digne, il a réussi justement à renverser la situation, mais ça a demandé beaucoup de courage et beaucoup de temps. En tout cas, ça permet aux musulmans de pouvoir revenir dans le troisième lieu saint demain dans le calme et pouvoir y faire leur prière, j'allais dire tranquillement, en espérant que ça se passe bien évidemment, mais à l'appel des différentes instances musulmanes, ils sont amenés donc à revenir prier à la mosquée d'Al-Aqsa, et ça quand même c'est une bonne nouvelle, on va pas s'en cacher. Il y en a tellement peu dans cette région, donc tant mieux, pourvu que ça dure bien sûr. On va suivre ça de très près bien sûr sur France Maghreb 2 dans cette émission le Grand Forum. Sinon dans l'actualité mon cher Jean-Marc, la lutte contre les terroristes en Syrie, sachez que les forces arabes et kurdes contrôlent désormais la moitié de Raqqa, la capitale autoproclamée de Daesh. C'est l'OSDH qui le dit, l'Observatoire de Syrie des droits de l'homme, qui évoque une bavure de la coalition internationale. 29 civils, dont au moins 8 enfants, ont été tués hier dans une série de frappes aériennes menées autour de la ville. Là aussi, il faudrait qu'on se penche un jour sur les dégâts qu'on fait et les monstruosités donc de cette coalition internationale qui ont tué aussi aveuglement des civils. Beaucoup aiment parler de Bachar el-Assad et de ce boucher qualifié pour certains en tout cas, mais ne parle et se reste aveugle et sourd concernant les bavures de la coalition nationale, aveugle également concernant les atrocités menées, parce qu'il faut le dire, par ces différents groupes terroristes en Syrie. Ils ont commis des actes barbares, des actes absolument dégueulasses en Syrie, et là beaucoup restent aveugles. C'est frappant de voir que certains sites des médias sur internet, des médias communautaires, des médias qui entretiennent le communautarisme, des médias qui sont dans la victimisation à outrance, sans aucune, sans aucun traitement d'information en profondeur, et qui sont là tout simplement à essayer de monter les uns contre les autres. Aujourd'hui vous n'êtes plus crédible. Voilà, cherchez le terme. Vous n'êtes plus crédible. Les masques sont tombés. Vous êtes des journalistes ou des pseudo-journalistes de caniveau qui essayaient justement de prendre une certaine notoriété que vous pouvez avoir, si tant est qu'elle en soit, pour monter les uns contre les autres, et ça ne marche plus. En tout cas, plus chez la majorité des gens. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est monsieur Abdelkader de Paris. Bonsoir monsieur Abdelkader de Paris, soyez bienvenus. On vous écoute Abdelkader. En fait, moi je voulais revenir, vous savez, sur les imams réunis pour faire la marche, là, vous vous rappelez? Ah oui, à l'initiative, entre autres à l'initiative de, comment il s'appelle déjà, Chalgoumi. Voilà, j'ai du mal avec son nom. Exactement, là. Ouais, mais d'une manière ou d'une autre, nous, ils savent très bien qu'on n'est pas des terroristes, ça. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais il y a même pas le savoir, c'est évident. Voilà, évident. Il y a même pas à se poser la question. Oui, Abdelkader. Ah, Abdelkader. Il nous a quittés. Je pense qu'il y a une coupure. Abdelkader, il est parti. Mais c'est vrai ce qu'il disait. Ah, bon, il est là. Oui, Abdelkader. Alors, on n'a pas tout entendu. On a une petite coupure, Abdelkader. Est-ce que vous pouvez reprendre? Oui, en fait, je reviens. Moi, je vous disais donc que un rapport aux imams que soi-disant ils sont réunis faire une marche pour dire que nous, les musulmans, on n'est pas des terroristes. D'accord?
Oui, mais de toute façon, en fait, en fait, les initiatives, toute initiative est bonne, à faire s'il faut faire entendre parler. Bon, maintenant, de dire est-ce que cette manifestation est légitime ou pas, c'est autre chose. Mais c'est quand même une initiative parmi tant d'autres. Oui, d'accord. Mais moi, je vais vous donner mon opinion. Je vous en prie, Abdelkader. Allez-y, d'accord, bien sûr, on est là pour ça. Bon, cette marche, d'accord. S'ils veulent, d'accord. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils fassent une marche au soutien de la Palestine. Ça aurait été beaucoup mieux. Alors, nous, on n'est pas des terroristes. On n'a pas besoin de le prouver, on n'est pas terroristes. Hein. Ça, c'est clair. Ils essaient de dire ce qu'ils veulent, on n'est pas des terroristes. Ça, d'accord. C'est clair, Abdelkader. Vous savez, dans tous les pays musulmans, on est toujours bien content d'être reçu, on est toujours bien content d'être accueilli. Tout le monde y va, tout le monde est content. Donc ça, c'est clair. Il n'y a même pas la question à se poser. Voilà, voilà. Mais Abdelkader, voilà. Si je peux me permettre, Abdelkader, est-ce qu'on peut arrêter 5 minutes de notre hypocrisie? Pourquoi je dis ça? Des marches pour la Palestine, il y en a eu plein. Des manifestations pour la Palestine, il y en a eu plein. Vous étiez combien à être venus? Oui, non, mais moi je vous dis la vérité. Moi j'ai des enfants, moi ils sont allés, je les ai poussés, on est partis ensemble. Hein, mais malgré tout ça, franchement, parce que c'est abusé, parce qu'on voit, c'est abusé quand même. Hein. Oui, mais il nous faut des spectacles, les gens sont comme ça. La défense de la Palestine, elle n'est pas que musulmane, c'est une affaire qui concerne le monde entier. Exact. C'est des droits humains, c'est des êtres humains qui sont réduits à néant. On n'est pas des terroristes, ils auraient préféré faire une marche comme ça pour soulever les gens pour faire quelque chose. Moi, j'aurais été d'accord, j'aurais été le premier même. Merci Abdelkader en tout cas de votre appel. Merci, et bonnes vacances. Vous partez en vacances ou pas, Abdelkader? Non, je suis revenu. Vous étiez où? Vous étiez où, Abdelkader? Pardon? Vous étiez où en vacances? Moi, je suis parti à la plus belle ville d'Algérie, Oran. Waharan. Allez. Bonne continuation. Salut Abdelkader. À bientôt. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000, allez, vous pouvez évidemment nous appeler pour parler de ce que vous voulez dans cette émission. Voilà, c'est la fin de saison, on se lâche. En fait, il faut plus qu'on rattache le combat de la Palestine aux faits musulmans. C'est un problème d'être humain. Que tout le monde est concerné. Heureusement, parce que si on comptait sur les musulmans, les Palestiniens, on serait encore dans la galère dans 50 000 ans. Hein. De non-chrétiens, tout le monde, des athées, des agnostiques, de tout ce que vous voulez. C'est des droits d'êtres humains qui sont bafoués, c'est la dignité des êtres humains qui sont bafoués, qui sont réduits à néant. Oui, mais donc c'est l'affaire de tous. Je veux bien, moi, j'entends bien tout ça, il y a pas de problème. Le problème, c'est que moi, j'entends les gens qui disent ouais, il faut manifester, machin truc, mais quand il y a des manifestations organisées, vous êtes pas là. C'est donc, clair. Arrêtez de gueuler par téléphone, ça sert à rien et ça ne changera rien au quotidien du Palestinien. Donc, arrêtons de notre hypocrisie, parce que tant qu'il n'y a pas du spectacle et quand on voit pas sur les chaînes d'infos en continu des images de la barbarie israélienne envers la population de Gaza en 2014, pour faire référence, où là, ça va attirer des milliers de personnes dans les rues. Tant qu'il n'y a pas ça, personne se bouge. Donc arrêtons de parler de la Palestine tant qu'on va pas jusqu'au bout des choses. Personnellement, moi j'ai pas de leçon à recevoir. Les manifestations palestiniennes, je les ai faites, mais force est de constater aujourd'hui que cette mobilisation elle est à niveau zéro. Moi ça me fout les boules, je vous le dis honnêtement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et Milo, bonsoir tout le monde. Salut Milo, comment ça va? Vous allez bien? Oui, qu'est-ce qui se passe Milo? C'est une information qui n'a pas été reprise par la grande presse. Donc c'est ce qui s'est passé samedi dernier à quelques kilomètres de Bijaya. Oui. Une commune qui s'appelle Aoukas. Il y a un café littéraire où des écrivains viennent, ils organisent, ils invitent des auteurs pour parler des bouquins. Ouais. Et à plusieurs reprises, les autorités ont refusé l'autorisation aux organisateurs. Ouais. Et la semaine dernière, ils ont demandé une autorisation et les autorités ont fait la sourde oreille. Et après, ce qui s'est passé, c'est que les organisateurs, comme il n'y avait pas de réponse, ils ont organisé leur café littéraire et les CRS sont venus bastonner tout le monde samedi dernier.
Oui, alors ça c'est vos éléments. Après, on pourrait essayer de mais à comprendre. chaque fois qu'on dit ça, c'est vos éléments. Non, mais on attendez, a des sources. Est-ce qu'on a des sources? Quelles sont vos sources? Milo, moi je veux bien, je vous entends, on vous écoute, il y a pas de problème. Maintenant, tout le monde a entendu. on va savoir pourquoi. Est-ce que ça a été fait aveuglement? Est-ce que ça a été fait gratuitement? Est-ce qu'il y avait des raisons? Quels étaient les organisateurs? Il y avait même des députés qui sont venus. Il y avait des députés, donc c'est pas quelque chose comme ça. C'est un café littéraire qui existe. Les autorités ont refusé à plusieurs reprises l'autorisation de cette opération. Et là, il y avait, comme on dit, les autorités ont fait la sourde oreille. Oui. Et les gens ont organisé Oui, on a bien compris, Milo. Il n'y a rien de. Milo, on a bien compris. Politique. C'est pas en répétant 2 fois qu'on va le comprendre mieux. C'est pas ça le problème. C'est que nous, on essaie de quand même d'avoir, si vous voulez, suffisamment d'éléments avant de s'engager dans les critiques hâtives. Donc voilà, moi j'ai appris par expérience. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est peut-être avoir des éléments. Ce pourquoi ça a été interdit. Qui étaient les organisateurs? C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un problème par rapport à l'organisation. Écoutez, est-ce qu'il y avait le système de sécurité de respecter? Il y avait des députés algériens, donc officiels, qui étaient là. Et ce qu'ils ont fait, c'est que juste avant qu'il y a eu cette attaque de la police, ils ont appelé les députés, ils ont dit venez, on veut des représentants, les députés qui viennent parler avec les autorités. Ils ont attendu qu'ils sont sortis pour pas qu'il y ait de problème, et là ils ont bastonné tout le monde. Ouais, bah en tout cas on va se renseigner sur cette info. Ce que je comprends pas, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, on sait pas. Alors que dans d'autres violences, là, on parle plus vite. Ben, on parle plus vite parce qu'on a plus d'éléments, c'est pour ça, monsieur. Mais on va, de toute façon, non, en tout cas, Mino, c'est bien de. On va se renseigner. Moi, on va se renseigner. Essayez de chercher de votre côté. Vous êtes des journalistes, donc essayez de chercher de votre côté. C'est ce qu'on va faire. Côté. Milo, on va pas parler gratuitement, on va pas parler. Ce qu'on sait pas, c'est pas pour ça qu'il faut pas en parler. Bah, justement, vous l'avez fait, Milo. Arrêtez de nous faire des procès. Mais la première chose que vous me dites, c'est on sait pas. On dit rien. Milo, on va se détendre. On n'est pas là pour juger ni faire des procès à qui que ce soit. Vous avez la possibilité, vous, de transmettre une information, ce que vous avez fait d'ailleurs. Permettez-nous de mettre justement des virgules et des parenthèses sur la suite à donner de cette affaire. On va se renseigner, et si tant est que l'on constate effectivement qu'il y a eu atteinte ou que cette affaire est suffisamment grave pour qu'on l'évoque, on en parlera. En tout cas, il y a des écrivains qui ont été bastonnés. Là, c'est officiel. Ils ont été bastonnés, et c'est pas des politiciens. Alors, c'est juste des écrivains. Qui c'est qui a repris ça? On tape sur des écrivains. D'accord. Mais dans la presse algérienne, qui a repris ça? Qui c'est qui a repris ça dans la presse algérienne? Ils en ont parlé un peu sur Liberté, sur Al-Watan. Sur Al-Watan, d'accord. Bon, Al-Watan, c'est comme un grand journal. Oui, absolument, c'est un grand journal, tout comme Liberté d'ailleurs. Mais sachez, mon cher Milo, qu'on est marié avec personne et que non, mais pas de problème. De rien. Non, je tiens à préciser. Sinon, je viendrai pas vous en parler. D'accord. Bah merci en tout cas. En tout cas, merci de nous en parler. Parce qu'on est, enfin pas vous en général, mais on est plus prompt à parler des choses et à s'émouvoir sur d'autres choses. Et là, on tape sur des. Imaginez en France qu'on tape comme ça sur des écrivains, ça ferait pas un. Ouais. Ça ferait pas un scandale? Ah bah évidemment. Merci Milo en tout cas de nous avoir transmis l'information, comme ça à chacun et chacune d'aller se renseigner. En tout cas, je demande aux gens au moins d'aller se renseigner, de voir ce que c'est et me démentir si toutefois il y a lieu. Voilà. Très bien, bien joué mon cher Milo, bravo. À bientôt. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Effectivement, on donne des informations et comme l'a dit si bien Milo, venez me démentir s'il y a lieu. On parlait de mobilisation palestinienne, apparemment il y en a une, c'est ce que nous signale Ahmed. Bonsoir Ahmed. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Ahmed. En fait, samedi prochain, Inch'Allah, donc le 29, à 15h, à la Fontaine Saint-Michel, il y a un rassemblement donc qui va avoir lieu, l'appel bien sûr du comité Cheikh Yassine. Donc je voulais juste rappeler ça, c'est par rapport à Al-Quds. Même si l'information que vous avez donnée, elle donne quand même espoir, enfin j'allais dire entre guillemets. Entre guillemets, oui, absolument. Ne nous emballons pas trop vite, on a appris à pas trop s'emballer dans cette région. Non, mais ça dépasse mon entendement. C'est vrai que à la limite, ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de la Palestine. Bon, je remercie bien sûr la personne qui vient d'intervenir parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Kabylie, on l'entend. Mais enfin, ce qui se passe en Algérie, on l'entend jamais. Et l'Algérie, c'est pas la Kabylie c'est pas l'Algérie. Il faut parler de tout ce qui se passe en Algérie, pas des régions, parce qu'on est de telle ou telle région. Et ça, c'est du régionalisme que je dénonce. Que ce soit des gens, c'est-à-dire d'une autre région, ce serait exactement pareil. Voilà, bon, ça c'est dit. Et donc, moi je considère que cela dit, on est plus à même à parler de sa région que d'autres régions, mon cher Ahmed.
Pardon? On est plus à même, cela dit, à parler d'une région qu'on connaît, dans laquelle on habite, on va en temps en temps en vacances. Algériens, j'entends. Ou d'autres régions, voilà. Oui, c'est-à-dire, on peut parler, je veux dire, du Mzab, de Gardaïa, on peut parler d'Oran, ouais, non, mais j'ai bien compris. D'autres régions, mais il se passe des choses. Vous il faut êtes dénoncer, il faut en parler, il faut pas être comme ça, un peu, avoir un esprit un peu étroit. Bon, j'aime la Kabylie, mais c'est pas pour autant qu'il faille, je veux dire, parfois quand même essayer, appeler uniquement que par rapport à ça. Enfin, pour revenir aux Palestiniens, il se trouve que malheureusement ce peuple, il est condamné, je veux dire, à être un peuple, je veux dire, opprimé, mais alors jusqu'à l'extrémité. C'est-à-dire, il n'y a même pas de mots pour qualifier exactement leur situation qui perdure depuis pratiquement 70 ans. Ouais. Il se trouve que ce qui s'est passé, je veux dire, le seul endroit où ils ont une espace de liberté, c'est-à-dire c'est lorsqu'ils vont prier le vendredi, on veut même à ce niveau-là je veux dire, les enfermer, les surveiller, les contrôler, etc. Et malheureusement, je veux dire aujourd'hui leur situation. Regardez ce qui s'est passé à la mosquée de l'Aqsa. C'est même pas l'Aqsa parce qu'il faut faire très très attention. Hein. La mosquée du Dôme, c'est pas le Masjid de l'Aqsa. Hein. Faut que ça soit clair. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est ça. Le Masjid de l'Aqsa, il est complètement de l'autre côté. Il a d'ailleurs un minaret, je veux dire comme ça, tout à fait anodin. Et attention, parce que c'est ce masjid qui sont en train il y a des fouilles en dessous, ils sont en train de le mettre, de le mettre à sac. Ouais. Bon, bon, comme je sais que il faut pas trop traîner. Je veux dire la chose suivante, c'est que les Palestiniens maintenant ils n'ont plus aucun sein à se vouer. Je veux dire, s'il faut pas parler de ça, bien sûr, en islam. Il se trouve que les manifestations, à juste raison, d'ailleurs, vous en avez parlé, on en a fait des dizaines, Christophe, en fait. Ça n'a pas allé très loin parce que déjà les gens je veux dire, ne se mobilisent jamais. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aider financièrement les Palestiniens. C'est, je veux dire, celui qui a les moyens de prendre un enfant, un enfant palestinien, je veux dire, un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, je veux dire, sous son aile pour essayer d'être son parrain. Mais sinon, je veux dire, aujourd'hui, les Israéliens, ce qu'ils veulent, c'est dégager les Palestiniens de la Palestine. L'Égypte, elle est d'ailleurs de ce même avis puisqu'elle ferme la frontière. Ouais. L'Arabie Saoudite, bientôt, elle va nouer des relations diplomatiques avec Israël, etc., etc. Merci Ahmed. Merci. Oui, on n'a pas le temps. Effectivement, c'est la pub. Merci en tout cas de nous avoir signalé cette manifestation à 15h samedi prochain à la Fontaine des Innocents à Paris. Bon, pas sûr qu'il y ait du monde, c'est les vacances, etc. Bon, voilà. Affaire à suivre. Tiens, je vous parlais dans quelques instants Israël qui est fâché après Al Jazeera, qui instrumentalise, puis apparemment Israël accuse Al Jazeera d'être pro-palestinienne. Du coup, ils veulent la fermer. À tout de suite. LGF, le grand forum, jusque 18h30 avec monsieur Jean-Marc Zébellus, avec vous et en direct sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, bien sûr, pour la suite de cette émission. Vos appels au 01 40 33 9000. Mon cher Jean-Marc, par rapport à l'information donnée par Milo, effectivement, on a trouvé un petit article dans la presse algérienne, je crois. Oui, on nous parle d'un café littéraire. En fait, il a dit, je cite, c'est rédaction Cas Direct qui dit: malgré les interdictions, l'empêchement à la répression policière contre les organisateurs et les participants aux conférences, le café littéraire d'Aokes ne cède pas et programme une nouvelle conférence d'Aokes. La dernière conférence est celle du 22 juillet avec Ramdan Achab, empêché violemment par la police qui n'a pas hésité à tabasser les présents, dont le caricaturiste Reilas Ainouch, passé à tabac par 4 policiers. Le café littéraire d'Aokes ne compte pas céder à la répression policière. Il annonce l'organisation d'une nouvelle conférence et inviter l'écrivain et chroniqueur Sharki Amari pour animer une conférence au centre culturel d'Aokes ce samedi 29 juillet à 14h et il y aura une marche qui sera faite en fait pour dénoncer, une marche pacifique qui aura lieu avant la conférence, justement pour dénoncer l'interdiction des conférences. Voilà pour cette info. Abdelrahman est avec nous au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Jean-Marc. Moi c'est juste, je parlais aussi de la Kabylie, j'espère que ça va pas gêner Ahmed, parce que Ahmed, on l'a jamais interdit de parler de la Palestine ou d'autres pays, quoi. Chacun est libre. Donc moi je confirme ce qu'il a dit l'auditeur précédent, que à Ouqas, à Djaya, on a interdit les intellectuels de faire des conférences pour dédicacer leurs livres, etc. C'est ce que je viens de dire. Oui, justement. Et ils vont en faire une le 29. Sur les réseaux sociaux, j'ai lu aussi sur Loatan, Liberté, etc. Voilà, Mon but d'appel, c'est l'incendie qui est en Kabylie, quoi. L'incendie depuis 2 mois. La Kabylie brûle. L'État n'a pas intervenu. Ils n'ont pas envoyé des pompiers. Ils n'ont pas envoyé l'armée.
pour aider la population, parce qu'en fait l'incendie il a démarré en petite Kabylie, aujourd'hui il est en grande Kabylie. Ça veut dire il a fait au moins 150 kilomètres. 150 kilomètres de forêt qui sont partis en fumée. Vous savez que la Kabylie, elle vit des oliviers. Ouais. Et on a des oliviers en Kabylie qui datent au moins de 4 siècles. Ça veut dire le patrimoine kabyle, il est parti en fumée. Ça veut dire l'histoire de la Kabylie, moi, l'histoire de mes ancêtres, ils sont partis en fumée, parce qu'il est arrivé chez moi, là, en Grande Kabylie, vers les Ouadia, les personnes qui connaissent Bnidouala, les Ouadia, etc. Et aujourd'hui, l'État n'a pas intervenu, ils n'ont même pas envoyé les pompiers, ils ont interdit d'envoyer des pompiers. Aujourd'hui, les pompiers sont positionnés dans une usine de gaz à les Ouadia, les personnes qui connaissent les Ouadia, uniquement pour protéger ce site. Mais par contre, ils ont laissé les forêts comme ça brûler. Il y a même des maisons qui sont brûlées. Et aujourd'hui, M. Ahmed, il nous dit, nous, c'est le régionalisme. L'Algérie, la Kabylie, c'est une partie intégrante de l'Algérie. Et la Kabylie, ils ont donné plus de 30 colonels durant la révolution algérienne. Donc, M. Ahmed ne vient pas nous donner des leçons à nous des Kabyles, parce qu'on a un architecte de la révolution qui s'appelle Abd Ramdan, qui a été assassiné en 1957. Et on a aussi un colonel qui a signé les accords d'Évian en 1962. Mars 1962, qui s'appelle Krim Al-Qasim, et je ne vais pas vous citer tous les colonels. Donc nous, moi, la Kabylie, c'est une partie intégrante de l'Algérie. Qui dit la Kabylie, dit l'Algérie. Mais aujourd'hui, l'État a laissé les jeunes, la population livrée à eux-mêmes pour éteindre l'incendie, alors qu'on n'a même pas les pompiers et le matériel. Il m'a semblé voir, Abderrahmane, dans la presse algérienne, que l'armée était intervenue pour les feux de forêt en Kabylie. Oui, mais j'ai vu, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai reçu mais les réseaux sociaux, l'armée n'ont pas intervenu, quoi. Abderrahmane, permettez-moi de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Oui, Il faut faire extrêmement attention à ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake, et donc il y a beaucoup d'erreurs qui sont apportées. Donc moi je me réfère uniquement à des agences de presse ou à des articles dans la presse dite sérieuse, des grands journaux. Et moi, il m'a semblé voir, je suis même pratiquement certain, dans la presse algérienne, que l'armée était effectivement intervenue tardivement, mais était intervenue pour mettre fin. Alors, c'est pour ça que quand vous dites que l'armée n'est pas intervenue, c'est une fausse information. Voilà. J'ai vu un reportage sur Berber TV, même 2 ou 3 reportages, que l'armée, ni les pompiers, d'ailleurs les pompiers du côté de Djaï, ils n'ont même pas été interdits d'intervenir, parce que le Wali lui-même... Pardonnez-moi, mais Berber TV fait aussi partie de ce genre de médias qui alimente une certaine, mauvaise information pour des buts bien précis. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'échiquier aussi qu'il faut connaître. Voilà. Mais en tout cas, comment tu expliques que le feu a démarré, par exemple, à Djaïa, aujourd'hui il est en Kabylie? Non mais c'est pas là le problème. C'est que vous me dites à l'antenne que l'armée n'est pas intervenue. Moi je vous dis que l'armée est intervenue, tardivement, mais elle est intervenue. Tardivement, tardivement, je suis d'accord. Oui, mais c'est pas la même chose. Vous me l'accordez quand même. Le feu a ravagé quand même. Bien sûr. Non mais le feu, la Kabylie brûle chaque année malheureusement. Cette année effectivement c'est catastrophique, comme vous le dites aussi si bien. Les forêts en Kabylie, dans une région d'Algérie, sont très importantes pour vous, pour les olives, pour l'économie, voilà, pour l'économie de cette région. Et effectivement, c'est triste de voir que tout cela part en fumée. Triste à plus d'un titre, parce que ça occasionne aussi des difficultés économiques pour cette région, qui est déjà bien mise à mal et qui est déjà bien mis de côté par le pouvoir. Ça, on n'apprend rien à personne. Voilà, donc ça, c'est une chose très importante à signaler. Par contre, l'armée est intervenue. Je peux dire même c'est une source principale économique de la Kabylie, les oliviers. Ouais, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, la Kabylie, elle vit de la terre. Ils n'ont pas d'autres sources économiques, à part les oliviers, les figuiers et tous les fruits et légumes, etc. À part ça, on n'a pas d'économie, parce qu'en fait, l'économie, elle est étouffée en Kabylie. C'est-à-dire, l'État n'a jamais investi en Kabylie. Ils n'ont jamais mis le paquet pour développer l'économie en Algérie. Donc, la seule économie qui ont les Kabyles, c'est bien les oliviers. Merci Abderrahmane en tout cas. Merci beaucoup. Merci de cet apport. Voilà, et c'est très important, comme je le répète, de faire attention aux informations qu'on donne et
faisons extrêmement attention aux réseaux sociaux. Moi, j'apprends à ne pas me contenter d'une information qu'on peut trouver sur Facebook ou Twitter. Tout à fait. Et pour apporter un complément d'information, Monsieur Braham Benajdi et Khaled Tazagar, 2 députés indépendants, ont été reçus le dimanche suivant par le wali de Béjaïa. Les 2 élus l'ont interpellé sur les problèmes de liberté d'expression en général dans la Waliya et en particulier l'interdiction des activités du café littéraire d'Aokas. Tout simplement. Voilà, information importante donc et donnée. Après à chacun effectivement de se faire son avis sur la situation. On essaie de joindre notre attaché parlementaire. Là, je sais pas, il doit être très occupé visiblement. On l'aura donc plus tard. On va essayer de le joindre. On avait commencé à parler un petit peu de la loi Macron, un petit peu en disant sur cette nouvelle, sur ces 9 ordonnances en fait. Ces ordonnances, ce qui se met en application sur la loi du travail, c'est ni plus ni moins que la reprise du programme du MEDEF, c'est-à-dire les grands patrons, des banquiers, des milliardaires qui ont fait élire Macron président de la République, mais également la traduction en français des dictats de l'Union européenne. Ce qu'il faut se dire, c'est que la totalité du contenu de ces ordonnances, comme celui de l'ANI, de la loi Macron et de la loi de travail avant elle, correspond aux ordres donnés par la Commission européenne à la France à travers ses GOPE. On va en parler, ne vous inquiétez pas de tout cela avec Karim, je l'espère tout à l'heure, pour suivre un petit peu les travaux et notamment cette moralisation de la vie publique qui continue d'occuper, j'allais dire, l'actualité de l'Assemblée nationale, puisque ce matin on a voté, et on en reparlera tout à l'heure, donc l'interdiction aux élus d'employer des membres de leur famille. Myriam est avec nous au téléphone. Bonsoir Myriam. Bonsoir, Myriam. Bonsoir Jean-Marc. Vous nous appelez d'où Myriam? De la Marne. De la Marne. Ah, super. Très bien, très belle région la Marne. Oui. On vous écoute Myriam. Écoutez, je vous appelais pour un petit coup de gueule aussi par rapport à tout ce que vous reportiez tout à l'heure sur les bavures en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Enfin, il y a eu souvent des bavures ces derniers temps. Oui, de la coalition internationale. De la coalition internationale. C'est pire que des bavures, hein. C'est carrément des massacres. Hein. Alors moi déjà, dans un premier temps, je trouve scandaleux qu'on n'aille pas plus loin et que les auteurs de ces bavures soient pas poursuivis. Et puis dans un second temps, le terme un peu fourre-tout de coalition internationale, c'est vrai que c'est dérangeant parce qu'on a l'impression que tout le monde, il y a personne qui est responsable en fait avec ce terme-là. Alors on pourrait dire remplacer ça par connivence internationale. Parce que c'est vrai que ce serait plus intéressant chaque fois qu'il y a une bavure, qu'on nous cite qui est la coalition internationale, qui sont les responsables de ces bavures, parce qu'en fait en disant à chaque fois coalition internationale, on a l'impression que c'est personne et que du coup, en fait, c'est fait exprès. Les auteurs de ces bavures, s'en tirent. Mais pas mal. C'est fait exprès parce que qui dit coalition dit plusieurs pays. Donc, s'il y a plusieurs pays à la tête de cette coalition, il est très difficile de définir qui est responsable concrètement, puisqu'il y a plusieurs États souverains qui se coalisent pour pouvoir commettre ces exactions. Donc, et des fois, on se donne les moyens pour savoir qui a fait quoi, notamment quand il y a eu des suspicions d'attaques chimiques par rapport à la Syrie ou d'autres pays. On sait aller chercher, les responsables. Mais on sait. Là, quand c'est dans l'autre sens, ce serait bien aussi que connaît les responsables. Les auditeurs du monde entier sachent que quand il y a eu un bombardement qui a causé des centaines de morts au niveau civil, se mettre des noms sur les pays qui sont responsables de. Mais on les connaît les pays. Ouais, oui, on connaît les pays qui participent à la coalition. C'est très bien de les nommer. Ouais. Merci Myriam en tout cas pour votre coup de gueule. Myriam, merci à vous. 01 40 33 9000. On prend la direction de l'Assemblée nationale. Karim y est. Salut Karim. Salut Christophe. Comment ça va Karim? Bonjour Karim. Écoute, bonjour Jean-Marc. Écoute, ça va. C'est un peu dur en ce moment parce que il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Assemblée nationale. Bon, alors bouge pas puisqu'on a du temps, tranquille, on va en parler avec toi, bien sûr. Mais avant, on va faire le zapping justement, ce qui va permettre d'introduire un petit peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, dans ce zapping, tout d'abord,
la série de graves incendies qui se poursuit, vous le savez, dans le sud-est de la France. Un nouveau feu qui s'est déclaré dans le Var, près de Bordes-les-Mimosas. 12 000 personnes ont été évacuées. Les images d'ailleurs sont terrifiantes. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu hier dans le Var, particulièrement affecté par ces incendies. En déplacement à Bordes-les-Mimosas, il a assuré que la situation dans le sud-est de la France restait intense, mais s'améliorait. La situation, en l'occurrence, du côté des Alpes-Maritimes, semble maîtrisée. Quant à donc la situation dans les Bouches-du-Rhône, elle est aussi maîtrisée, sauf donc du côté de Bordes-les-Mimosas, dans le département du Var. Donc c'est ce qu'il a dit, en tout cas il a déclaré dans un point de presse hier le Premier ministre. Hier soir, le reportage que je propose d'écouter qui illustre d'ailleurs la gravité de la situation dans le Var qui perdure avec ces feux en pagaille. Un mur de feu, incontrôlable et conquérant. Les collines qui surplombent la ville sont dévorées jusqu'au front de mer. Il est 23 heures. Les premières habitations sont menacées, léchées par les flammes, malgré la présence de nombreux pompiers. C'est quand même effrayant parce que le feu il est juste là, si vous voyez, madame. Et franchement, ça fait peur. Les flammes sont si proches que des centaines de vacanciers se retrouvent agglutinés sur la plage, livrés à eux-mêmes, les yeux rivés sur le brasier qui les surplombe et qui ne semble pas en perte de vitesse. Beaucoup séjournaient dans des campings et centres de vacances situés à proximité. On a vu au niveau du bar un nuage de fumée assez grand derrière les collines. On est tous sortis de nos tentes, on a prévenu les autres gens et un quart d'heure après, peut-être les animateurs, tout ça, nous ont entourés pour quitter le camping dans de bonnes conditions. Voilà, alors, la situation des incendies donc qui est difficile, qui est très très compliquée, gravissime, et qui illustre bien aussi un peut-être problématique, Jean-Marc, Karim, sur le fait qu'on ait construit des campings à proximité des forêts, et ça reste visiblement un problème. Je pense pas que le problème ce soit le fait d'avoir des campings à proximité des forêts, parce qu'on a des campings à proximité des forêts, on a des campings à proximité de la plage, de la mer, et tout, etc. Je pense que c'est pas ça le principal problème. Le principal problème, c'est peut-être le travail de prévention en amont qui n'a pas été fait, les problèmes de mise en sécurisation en amont de ces sites, parce que là aujourd'hui on se retrouve avec 1300 hectares de forêt qui ont été ravagés et des flammes qui ont détruit 200 caravanes, et nous avons 12 000 vacanciers qui logeaient dans ces campings. Je pense que là c'est un problème qui dépasse l'entendement, qui dépasse les compétences humaines, et que on peut pas non plus interdire des campings à proximité des forêts. Ouais. Karim, là-dessus dans le sud, tu connais un peu la situation, le secteur. Je connais un peu pour y avoir peut-être passé mes études, un peu 4 ans d'études dans le sud-ouest. Ah ouais. C'est vrai que le problème, pour ma part, parce que pour l'avoir un peu vécu, il y a beaucoup de départs d'incendies qui sont quand même dus à des individus, à des pistes, ce qu'on appelle des pistes criminelles, ou des malveillances. C'est ce que, et là je rejoins Jean-Marc, notamment sur le travail de prévention. Il y a beaucoup d'adolescents qui jouent avec le feu. C'est peut-être, permettez-moi l'expression, c'est le cas de le dire. Donc ils jouent avec le feu et ils se rendent pas compte des dégâts. Il y a un mégot il y a beaucoup de départs d'incendie suite à un mégot qui est mal éteint, ou des barbecues qui ont été. Voilà, en plus c'est la période de se concentrer tous les vacanciers dans la région. Chacun essaie un peu de s'éloigner pour essayer de trouver un peu de calme, et quand il part, il oublie un peu de faire un peu le ménage. C'est un peu un travail de prévention qu'il faut mettre en place, mais aussi de surveillance. Mais ça, est-ce qu'on a encore le moyen de le faire? Ça, je m'interroge. Alors, tout ça va nous faire revenir à l'Assemblée nationale, mon cher ami Karim, un endroit que tu connais encore mieux puisque tu y es depuis, on va pas le cacher, tu es attaché parlementaire maintenant d'une députée. Alors, vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup de cette affaire des APL et cette baisse de 5 €, donc décidée par le gouvernement. Le groupe parlementaire France Insoumise a décidé de faire un coup de communication devant la représentation nationale, alors que Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, interpellait le Premier ministre lors de la traditionnelle séance de questions au gouvernement hier. Jean-Luc Mélenchon a sorti plusieurs produits alimentaires sur son pupitre, mode de conserve, sauce tomate, pâtes.
etc. 5 €, c'est une somme qui permet de se nourrir pour quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin pour Monsieur le Premier ministre, elles sont là. Voilà ce que vous supprimez tous les mois, donc à proclamer Alexis Corbière hier. Il reste à la disposition de la députée Aupetit, donc Claire Aupetit, pour faire référence à cette petite phrase malencontreuse de cette députée. Le député de la France Insoumise donc s'est ensuite attaqué à la réforme de l'ISF. La réponse fut directe et cinglante d'ailleurs de la part du ministre des Comptes Publics, Gérard Darmanin. Personne n'a le monopole du cœur, mais certains semblent avoir le monopole de la démagogie. Écoutez donc d'abord cette séquence de Alexis Corbière, très énervé hier à la séance de questions gouvernement. 5 €, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait des courses ce matin, Monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée Aupetit. Voilà, en même temps, Monsieur le ministre, votre politique, c'est s'en prendre aux plus pauvres et rendre aux plus riches. Poursuivez, Monsieur Corbière. Je citerai un exemple. 0,1% des plus riches en raison de votre réforme de l'ISF, soit 340 personnes, vont économiser 3 millions d'euros par an en moyenne. Cela va coûter 2,3 milliards et presque 3 milliards pour le budget de l'État, soit les montants des bourses de 600 000 étudiants. Donc je vous pose ma question, Monsieur le Premier ministre. Serez-vous le Premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches qui fabriquent des nouveaux pauvres? Quant aux commissions pour 5 €, elles sont à votre disposition. Alors, avant de t'écouter nous raconter ce qui s'est réellement passé, mon cher ami Karim, hier à la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, je vous propose maintenant d'écouter la réponse, justement. Ce n'est pas Édouard Philippe qui lui a répondu, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui n'a pas du tout apprécié le coût du panier de courses à 5 €. Écoutez plutôt. Personne n'a le monopole du cœur, mais certains semblent avoir le monopole de la démagogie. Il est bien déraisonnable de parler comme vous le faites, si vous me le permettez, quand on connaît les difficultés de nos concitoyens. Et je n'ai pas de leçon à recevoir, ni aucun membre du gouvernement, sur le travail que nous allons faire pour les plus faibles. Dans ma commune à Tourcoing, je les vois tous les jours, les gens qui font les courses. Et la démagogie aujourd'hui, c'est pas celle que vous croyez, c'est celle qui souligne, comme l'ensemble de la majorité, qu'il faut être courageux, qu'il faut faire des économies, qu'il faut relancer la croissance. Et le meilleur moyen de faire une politique sociale, c'est retrouver du travail pour tout le monde. Alors, si on y rajoute les petites phrases d'agacement de certains députés qui se plaignent justement de quelques députés En Marche et qui pointent du doigt leur inexpérience, Karim, c'est un peu le boxon à l'Assemblée nationale en ce moment. Alors, ça, si je peux juste me permettre, Christophe, je pourrais un peu recadrer certaines choses. Il y a beaucoup de, tu sais bien comment ça marche la presse, malheureusement, c'est que il y a toujours, on dit pas tout ce qui se passe, mais on dit une partie de ce qui se passe. Il y a un temps de rodage qui est nécessaire pour les députés de la République En Marche, parce que pour assister quasi toutes les semaines aux réunions de groupe et des députés, effectivement, beaucoup sont novices et ont une naïveté, on va dire, très flagrante, si je peux me permettre, vis-à-vis des sujets nationaux, et donc n'ont pas certaines habiletés des vieux briscards qui sont encore là, parce qu'il y en a quelques-uns sur certains rangs, qui sont là toujours à sortir la petite phrase ou à user de la démagogie pour retenir l'attention, parce que je pense que si Monsieur Corbière, parce que c'est ce que tu repassais son extrait de sa question hier au gouvernement, s'il avait pas amené des pattes et un peu ses courses à l'Assemblée nationale, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui à en parler. Donc ce sont le groupe France Insoumise en particulier et un peu aussi les Républicains, pour les côtoyer tous les jours, sont là pour exister. Et pour exister, ils ont compris qu'ils doivent exister avec les moyens de 2017. Ça, c'est de la politique politicienne. Après, la réalité des choses, moi j'ai vu des députés, une bonne partie des députés qui sont vraiment sincères, qui y apprennent, ils sont en phase d'apprentissage, parce que
Et ce sont tous des chefs de projet, des enseignants, qui n'ont jamais exercé dans un parti politique. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ils n'ont pas le même regard. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, là, en ce moment, il n'y a même pas 5 minutes, quand tu m'avais appelé, j'étais dans l'hémicycle, et on débattait sur la suppression de l'IRFM. Beaucoup de vieux, ce qu'on appelle des vieux sages, qui sont là depuis des années, ne veulent pas qu'on touche à cette IRFM. Je rappelle, l'IRFM, c'est l'indemnité de représentation de frais de mandat. C'est-à-dire, c'est le fameux complément d'argent qui est donné 6 000 euros à peu près en moyenne, qui est donné aux députés, en plus de sa rémunération, je précise, qui est donné aux députés pour qu'on puisse exercer son mandat de manière correcte, payer son loyer, son transport, tout ce dont il a besoin. Et tu te rappelles bien sur les antennes de France Maghreb 2, il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi, j'étais l'un de, je sais pas si tu te rappelles, j'étais un fervent opposant à cette IRFM parce que je savais la dérive à laquelle nous emmenait, suspicion généralisée aux yeux de l'opinion. Je pensais, et j'ai eu raison, de l'encadrer et de voir la supprimer, la remplacer par un système de remboursement sur facture. Beaucoup de gens qui sont là à l'Assemblée nationale, qui sont encore là depuis des années, ne veulent pas qu'on touche parce que, honnêtement, ils veulent pas qu'on mette le nez dans ce qu'ils font. Donc, tu vois bien, donc, qu'on puisse reprocher, effectivement, il y a quelques vice-présidents de la République En Marche qui n'ont pas su maîtriser le débat parce qu'ils connaissent pas le règlement sur au bout du lettre, quand on fait voter un amendement 2 fois alors qu'il aurait dû voter une seule fois, alors qu'il, certes, il n'a pas attendu que la opposition lève la main pour voter contre, et il proclame l'amendement et il est rejeté. Enfin, tu vois bien, ça va venir, la mayonnaise, je pense que ça va prendre. Alors, Karim, oui. Bouge pas parce que j'ai la pub. Tu nous donneras quand même des nouvelles de la députée au petit là, parce que quand même elle s'est fait remarquer avec cette petite phrase. Oui, la députée à l'Assemblée nationale. Hein. Ah on ouais, l'appelle la Morano de la République En Marche. D'accord. Elle est bien baptisée celle-là. Allez hop, on va rappeler ce qu'elle a dit. On va faire un petit peu le point donc sur tout ce qui se passe du côté de l'Assemblée. Si on en retient bien, mon cher Jean-Marc, la France insoumise, d'après ce que nous dit Karim, charge des coûts pour exister. Voilà. Ouais, mais ça a le mérite d'exister, ça fait partie du folklore politique. Allez, à tout de suite pour la suite du folklore politique français à l'Assemblée nationale avec notre Karim national qui est donc attaché parlementaire et donc bien placé pour savoir un petit peu ce qui s'y passe. On est dans les coulisses. Voilà. On est à l'intérieur, dans les coulisses. Oui. Pas besoin de caméra, vous écoutez France Maghreb 2, ni pas besoin de regarder BFM TV, vous allez tout savoir, et même les coulisses de l'Assemblée nationale. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Jean-Marc Zébellus aujourd'hui et avec Karim, donc qui est à l'Assemblée nationale, attaché parlementaire. On va peut-être rappeler, ce serait très utile de le faire, mon cher ami Karim, en quoi consiste et qu'est-ce que cela veut dire d'être un attaché parlementaire? Ah oui, ça c'est la question, et on remercie Fillon d'ailleurs de l'avoir mis peut-être devant de la scène, de manière ironique bien sûr. Ouais, bien sûr. Attaché parlementaire, c'est une personne qui doit être aux côtés des députés, l'aider dans son travail parlementaire, à savoir préparer les propositions de loi, faire les amendements pour changer de loi, s'occuper des relations publiques, ses déplacements, ses relations avec les cabinets de ministres, ses relations avec les préfets dans sa circonscription, organiser bien sûr tout ce qui est travail agenda, s'occuper de la communication presse, ses réseaux sociaux, son site internet et ses discours, la rédaction de discours, et puis bien sûr tout le travail de permanence parlementaire, tout ce qui est rendez-vous avec les professionnels, les syndicats, les représentants de personnel, des salariés et des patronats, voilà, tout ce travail-là. Moi en ce moment même je fais du recrutement si tu veux, donc en plus, donc tout et puis bien sûr être capable d'être stratège et de dire demander des groupes d'études à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement moi j'ai la chance d'être à côté d'une députée qui souhaite s'engager sur les causes comme le handicap et les associations, donc on est en train de demander des groupes d'études avec des moyens et des choses à travailler sur ces causes-là. Voilà, c'est un député qui travaille normalement, on le sait rapidement. Un député qui travaille pas, ça se voit très vite aussi. Il suffit de regarder s'il intervient, qu'est-ce qu'il dit dans sa commission, parce qu'il est obligé d'être dans une commission, s'il intervient régulièrement, s'il faut ici toutes les interpellations des citoyens, parce que ça c'est aussi 50% du travail, c'est toute l'interpellation des citoyens, essayer de faire un filtre un peu de ce qui est soutenable, ce qui est défendable ou pas défendable. Je te prends un exemple, qu'il y a un citoyen qui t'écrit parce qu'il y a un problème avec les fiscs, qui
qui demandent intervention, c'est pas très commun comme intervention. Donc il faut savoir fixer les lignes rouges parce que on n'aide pas des fraudeurs fiscaux, notamment. Voilà, il y a certaines choses à avoir. Il y a un certain niveau juridique à avoir et aussi et tout ce qui est diplomatie bien sûr et surtout une discrétion. Alors, mon cher ami Karim, il y a eu quand même une avancée spectaculaire ce matin à l'Assemblée nationale puisque a été votée l'interdiction pour les élus, soit députés d'ailleurs ou même élus locaux, d'employer des membres de leur famille. Quand on dit membres de leur famille, c'est quoi? Parents, enfants, conjoints, donc sous peine d'une amende et de 3 ans de prison. Exactement. C'est 3 ans, une amende c'est 45 000 euros et les 3 ans de prison dont tu parlais. On parle de conjoints, partenaires PACS, concubins, parents et enfants, et ainsi que ceux du conjoint et du partenaire, les enfants du conjoint et du partenaire, qui n'ont pas le même nom. C'est la fameuse loi qu'on a appelée auparavant la moralisation de la vie publique, qui a été changée, qui devenait la confiance dans la vie publique. C'est une très grande avancée. Hier soir, très tard dans la nuit, à 1h du matin, il y a eu l'interdiction des emplois familiaux. La même chose pour les ministres, ce qui était pas évident à faire passer, vu l'opposition qui a tout fait pour que ça ne soit pas fait. Il y a eu quelques avancées historiques quand même sur la reconnaissance du statut de collaborateur, comme quoi les attachés parlementaires, ceux qui préparaient les lois auparavant, on n'avait jamais de statut, on était sur des sièges éjectables si tu veux, à n'importe quel moment on avait des clauses de confiance, et du jour au lendemain t'as aucune perspective, et surtout t'as aucune reconnaissance au niveau du statut. Donc ça n'existait même pas dans les statuts de Pôle emploi, si tu veux, par exemple. Tous ceux qui se retrouvent dans le Pôle emploi, il n'y a pas de statut, c'est pas reconnu, si tu veux. Et en plus, t'as le droit, évidemment, bien, à aucune indemnité, aucune convention qui te protège. Donc ça, si, parce qu'il y a beaucoup de députés qui abusent de travail parlementaire. Moi, je représente aussi les collaborateurs parlementaires à l'Assemblée nationale. J'ai fait le choix d'avoir une association qui défend leurs intérêts. Et bientôt, je vais voir la présidence de l'Assemblée nationale pour défendre ce statut-là et pour avoir des conditions sereines. Parce que tu sais très bien, c'est un travail, tu es à côté des gens qui ont le pouvoir. Et moi, dans l'ancienne mandature, j'ai vu des femmes notamment ne pas oser dire ou repousser certaines attaques de certaines énergumènes que j'appellerais même pas députées pour ma part, parce que si elle le fait, c'est tout son travail qui part en fumée. Elle sera grillée, comme on dit, tu me permettras l'expression, elle pourra plus retrouver du travail. Surtout, c'est un stop à sa carrière. Donc voilà, tous ces éléments-là, moi je les ai en tête, donc c'est pour ça que je compte m'investir un peu plus là-dedans, et je reviendrai avec plaisir un jour t'expliquer les allers-retours, parce qu'il y a une négociation avec les questeurs, parce que c'est les questeurs qui payent notamment cette convention, qui vont payer certaines garanties, les gens qui n'abusent pas des collaborateurs le dimanche, le samedi, parce que vous savez, un député aujourd'hui, enfin, je parle d'ancienne mandature parce que j'avais connu les anciennes pratiques, malheureusement, c'est à minuit, on t'appelle, tu dois répondre. C'est qu'il y a une urgence actualité. Sauf qu'il n'y a pas de contrepartie par rapport à ça. Alors que il n'y a aucune entreprise en France où ça existe. Sinon, si tu fais pas le lendemain, tu vas au bureau. C'est plus du travail. Ce qui est malheureux, c'est que ce sont des gens qui aident à faire la loi, qui sont pas du tout protégés et qui n'ont vraiment rien. C'est un statut très particulier. Donc, je suis très content qu'il y ait des avancées là-dessus, qu'il y ait un statut, une reconnaissance de statut sur ça. Il y a pardon, oui Jean-Marc. Oui Karim, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure concernant justement cette loi qui a été votée. Il y a Philippe Vigier. Elle n'est pas votée. Enfin, il y a des amendements qui sont votés un par un. La loi sera votée soit ce soir à 2h du matin, soit demain, certainement demain, parce que ils sont très en retard dans les discussions. D'accord. Alors, il y a Philippe Vigier, c'est un élu de l'UDI de l'Eure-et-Loire, qui disait que la femme du député X ne pourra pas travailler avec lui, mais travaillera dans le groupe parlementaire auquel adhère son mari, ou le contraire. Alors, c'est un débat qui a fait, c'est un sujet qui a fait débat. C'est une technique qui est très présente au Sénat, d'ailleurs que le Sénat a déjà commencé à appliquer, c'est-à-dire les fameuses switch. C'est une technique de switch, c'est-à-dire tu m'embauches mon fils et je t'embauche le tien. Tout à fait. Tu es clair avec la loi et moi je suis clair avec la loi. C'est croisé. Ça a été débattu et je pense que malheureusement l'article sur lequel devait être introduite est passé, c'est l'article 1er et personne n'a vu venir
la bêtise. Je pense que ça va être rectifié avec une insertion. On verra demain ou ce soir s'il y a un article qui va être inséré pour interdire. Un amendement qui va être un article complètement, parce qu'en fait, s'il y a un amendement à faire, c'est sur l'article 1er de la loi. Si tu comprends, je suis un peu technique, mais je comprends. Voilà. Oui. Il y a un article 1er qui concerne l'interdiction de cette pratique-là. Il n'y a pas d'amendement qui a été inséré dessus parce que la pratique a été révélée plus tard. Donc, on verra à la fin de la loi, c'est complètement un nouvel article qui va être inséré qui annulera le premier. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Voilà. Donc, c'est en train de. Il y a une autre pratique que personne ne connaît pour l'instant, que je dévoilerai avec plaisir ici sur France Maghreb 2, c'est que, tu sais, le cumul des mandats qui est interdit. Oui. Je vous invite à aller voir la pratique de Jacques Bompard, un député qui a trouvé une technique qui a marché. Il était maire, il est maire, député maire, sur l'ancienne mandature. Qu'est-ce qu'il a fait, ce cher monsieur? Il a démissionné de son mandat de maire au mois d'avril, je crois, dernier. Il se présente en tant que député. Il est élu député, forcément, parce c'est un baron local. Et tout de suite après, il démissionne de son mandat de député et il le laisse à sa suppléante. Et s'il revient, il se fait réélire maire dans la foulée il y a 2 semaines. Et c'est juste incroyable, c'est une faille dans la loi que personne n'a trouvée, donc il va falloir corriger. Donc incroyable. Le maire d'Orange, c'est le maire d'Orange. Le maire d'Orange, oui, c'est le député maire d'Orange. Oui, donc j'ai oublié de préciser, pardon. Et donc, et vous pouvez aller vérifier. Je pense que l'information a été donnée. Moi, je l'ai donnée à la presse. Bon, rien vous cacher, parce que c'est pas normal que des gens comme ça. Je suis tout à fait serein à ce niveau-là. Donc, c'est pas normal que des gens comme ça puissent s'en sortir. J'espère que le Conseil constitutionnel pourra le rétoquer. Quelle est un peu l'ambiance de cette Assemblée nationale, toi qui l'as connue dans l'ancienne mandature et maintenant, qu'est-ce qui a changé réellement? Honnêtement, très bizarre comme ambiance, parce que, bizarre de manière positive, tu vois bien, parce que c'est une ambiance studieuse. Même ici, je parlais avec des fonctionnaires de l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps, ils sont pas habitués à voir autant de députés travailler. C'est incroyable de dire ça, mais c'est juste incroyable de dire ça, mais autant de députés. Hier à minuit, il y avait 300 députés dans l'hémicycle. C'est juste incroyable sous l'ancienne mandature, voire les encore moins les autres. C'est rare, ça. C'était rare, et généralement en moyenne c'est 70, donc c'est ça un peu la moyenne. Mais c'est juste hallucinant que tout le monde puisse travailler de manière studieuse, mais c'est aussi les effets du cumul de mandats, parce que ce sont des gens qui ne sont pas maires, qui ne sont pas conseillers départementaux, qui n'ont pas de responsabilité. Il a que ça comme députation, donc c'est et sa circonscription, bien sûr, il y retournera le vendredi ou le jeudi. Ouais. Mais le reste du temps, il travaille bien. Voilà, il n'y a pas de courrier de retard. Les assistants, moi je le vois dans mon travail. Moi je vois ma députée, elle a jamais été élue, elle est même pas encartée dans n'importe quel parti politique. C'est un chef d'établissement à la base. Elle a été élue députée parce que ça fait partie. Il y a eu quelques sur la loi confiance. Elle a voté comme elle l'entend, même pas avec la République en marche, notamment. Je parle sur le verrou de Bercy, notamment, que le groupe majoritaire a souhaité repousser son interdiction elle a donné en tout cas ils ont promis, la rapporteure a promis de créer une mission d'information sur le sujet. Et donc du coup voter la suppression, ne pas voter la suppression tout de suite, laisser une mission d'information qui statuera sur le verrou de Bercy. Ma députée, moi je peux vous le dire, elle a voté pour sa suppression contre son groupe, mais c'est pas grave, ça fait partie. Quand ça me fait sourire quand j'entends partie dans les gens qui disent que ce sont des députés godillots qui suivent. Non, mais il y a une liberté de vote. Regardez le scrutin public. Arrêtez de croire BFM TV ou ce qu'ils font. Regardez le scrutin public. Vous allez voir, il y a toujours une partie de députés République en marche qui n'a pas voté pour, qui s'est abstenu, qui a voté contre, qui n'a pas voté comme la majorité. Et c'est toléré dans alors que ça n'existait pas chez le Parti socialiste. Je prends l'exemple du Parti socialiste, j'ai la mandature. C'est parce qu'ils étaient majoritaires et je les connais un peu mieux. Ça s'appelait les frondeurs. Ils n'avaient même pas le droit à la question au gouvernement, ils n'avaient même pas le droit aux amendements, il y a plein de choses. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, Karim, je sais pas si tu vois la subtilité, Christophe. Bien entendu. Par rapport à ce qui s'est passé ce matin concernant donc l'interdiction aux élus d'employer des membres de leur famille, ça a été, quels sont les gens qui ont voté contre? C'est simple, c'est tous ceux qui ont soutenu la campagne de M. Fillon. Je prends Julien Aubert qui était très 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 énervé ce matin, Damien Abad et les Républicains, je parle.
sur les sujets, ils n'arrivaient pas à admettre que c'est une ancienne pratique, sinon c'est une pratique. Et je suis content de voir la France Insoumise rejoindre et faire, M. Mélenchon en l'occurrence, faire un discours pour féliciter la majorité sur ce point-là. Sur ce point-là, au moins que ça soit assumé, qu'on avance dans le bon sens. Certes, hier il y avait des débats agités, mais ce matin ce sont des débats un peu plus calmes, mais qui se déroulent dans il y a beaucoup de prises de parole. Christian Jacob, j'ai oublié aussi, c'est l'un des fervents soutiens de François Fillon, il l'assume d'ailleurs, et il assume que ça n'arrangera rien le fait de interdire les emplois familiaux. Moi je trouve que c'est une très bonne chose, personnellement, ça c'est mon avis personnel que je te donne, Christophe, mais il y a il faut aller plus loin. Quand je dis aller plus loin, il faut pas prendre la notion de l'emploi familial. En plus de la notion de l'emploi familial, il faut prendre l'entourage. Quand je dis l'entourage, c'est que il y a des gens qui ont été payés auparavant par des lobbies. Et j'ai oublié de dire, il y a une avancée énorme aussi. Interdiction, ça s'était fait hier, interdiction aux collaborateurs d'être payés par autre chose qu'un député. C'est-à-dire les lobbies et les Indes. Voilà. Ça, c'est très, très bien. C'est jamais vu. C'est jamais vu. Très, très bien. Mais oui, parce que moi, j'ai des collègues, je sais qu'ils sont payés par telle fondation, en plus, parce qu'il a 80% là, 20% là, parce que c'est lui qui prend ses amendements, l'argent rend fou, et pour couper tout soupçon, nettoyer la vie publique, si je peux me permettre le mot, même s'il y a des avancées, très bonnes avancées. Il faut le mettre au crédit de groupes majoritaires, et avec une bonne partie aussi de la Nouvelle Gauche et de la France Insoumise, parce qu'il y a beaucoup d'amendements qui ont été acceptés de la Nouvelle Gauche et des France Insoumises, notamment sur contre l'avis du gouvernement. Il y a des amendements qui ont été votés contre l'avis du gouvernement. Et je peux même t'en citer un exemple, c'est les fameux l'emprise des lobbies. C'est un amendement de l'Inville Gauche, de Delphine Bateau, qui voulait interdire à tout collaborateur d'être payé ailleurs. Elle a été adoptée par les députés République En Marche contre l'avis de la ministre et contre l'avis de la rapporteure. C'est à 1h du matin. Donc voilà, comme quoi, il faut peut-être nuancer tous ces discours-là. Alors je leur donne bien le crédit de nouveauté, le crédit du fait qu'ils arrivent, le fait qu'ils maîtrisent pas tous les rouages, ils savent pas ce que c'est un amendement d'appel et un amendement de repli. Tu sais, la position, on le connaît, j'explique juste la nuance. Tu fais un amendement plus dur, exprès, tu sais qu'il passera pas. Mais derrière, tu refais un amendement beaucoup plus, on va dire, passable, et compatible, et mesuré, ça s'appelle l'amendement de repli. C'est comme beaucoup de députés ne comprennent pas encore ça. C'est des pratiques parlementaires que nous, les collaborateurs, forcément, on maîtrise, mais il y a beaucoup de députés qui ont encore pas du mal, mais qui ne comprennent pas l'ordre là. Ils pensaient que tout était simple, mais ils découvrent des fois que c'est pas si simple que cela pour faire bouger les choses. Karim, est-ce qu'on peut dire objectivement aujourd'hui que le seul groupe d'opposition à l'Assemblée nationale par rapport à la République En Marche, c'est la France Insoumise? Franchement, ils font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Ils ont un ou deux députés qui sont très bons au niveau orateur. Alexis Corbière, Mélenchon. Non. Karim. Alors. On est ce qu'il disait Karim, c'est très très intéressant, parce que là on était en fait dans les coulisses de l'Assemblée parlementaire, et en fait il nous dit qu'il y a une vraie avancée sur la transparence de la vie politique, et faut reconnaître, quand il y a du bon, il y a du bon. Il disait même qu'il y avait des choses qui avaient été des amendements qui avaient été insérés par la gauche, où le gouvernement au pouvoir n'était pas forcément d'accord, mais ils ont quand même fini par accepter. Et ça aussi, c'est une bonne avancée. Karim, on t'a retrouvé. Alors, tu nous parlais de bons narrateurs du côté de la France Insoumise. Oui. Alors effectivement, donc je voulais dire, il y a Monsieur Mélenchon qui je trouve assez calme comme dans ses interventions. Je trouve il y a Adrien Quatennens qui est très bon. Ce sont et en plus il est jeune, et je crois il doit avoir 24 ans, 26 ans. Adrien Quatennens, il a fait 2-3 interventions, et tous les journalistes parlementaires qui sont présents, il a un niveau
l'ont tous repéré comme quoi il avait le verbe, il avait une aisance que beaucoup de gens qui sont là depuis 3 mandatures, si tu veux, ils ne l'ont pas. Et effectivement, la France Insoumise fait beaucoup d'amendements, reprennent beaucoup d'amendements de tout ce qu'a fait le groupe GDR, la gauche démocrate, qui est le groupe PCF, je te le résume, sur l'ancienne mandature, et les reprennent automatiquement sur cette mandature avec les exposés de motifs. Ce sont déjà des discours très pré-rédigés, qu'ils adaptent à leur façon, avec un peu plus de verbe, parce que c'est vrai, mais c'est un travail qui est tout ce qu'avaient fait les frondeurs sur l'ancienne mandature est quasiment repris par le groupe de la France Insoumise. D'accord. Il y a une petite info insolite aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec François Ruffin qui est apparu débraillé apparemment? Mais c'est un personnage atypique pour avoir mangé avec lui il y a quelques jours. Ouais. C'est un personnage très atypique, très libéré aussi dans sa manière de penser. Il considère pas, et je te prends une anecdote, hier je l'ai vu avec un t-shirt, un maillot de l'Argentine en plein de l'Assemblée nationale, ce qui est juste hallucinant pour un député, c'est très bien, et je pense que il faut un petit peu plus de respect pour les institutions. J'ai beaucoup d'estime pour ce personnage, parce que c'est un personnage, mais il y a un peu de démagogie. Quand il dit par exemple « je me paye au SMIC », tu le sais bien, c'est le seul à l'avoir s'imposer cette façon de se payer au SMIC, c'est-à-dire il prend son indemnité parlementaire de 5 500 € net, c'est son salaire, et il rend à l'Assemblée nationale une partie, il garde le SMIC. Sauf que ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il n'a pas besoin d'argent pour vivre. C'est un millionnaire, son film a beaucoup cartonné, c'est un producteur, et son patrimoine est quasiment imposable à l'ICF. Ouais. Enfin, ce sont des éléments à avoir en tête. Je ne suis pas en train de faire de l'acharnement contre un homme, je suis en train de dire un peu plus de respect pour le travail parlementaire, parce que si on ne paye pas les parlementaires correctement, je peux te dire, Christophe, et j'en ai la preuve, qu'ils seront payés par d'autres. Et alors, des nouvelles aussi de Claire Petit qui s'est fait remarquer, cette chroniqueuse des grandes gueules d'ailleurs sur RMC, qui est devenue députée, on se demande comment d'ailleurs, et qui a eu cette petite phrase malheureuse à propos des APL en disant aux étudiants, si vous commencez à pleurer pour 5 € dès l'âge de 18, 19 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça va être? Elle a été très remarquée, elle a été devenue la risée des réseaux sociaux. Exactement, et même ses collègues de La République En Marche, beaucoup ont pris la parole, on lui ont dit clairement de se la boucler. Voilà. D'accord. C'est une opportuniste, voilà. Elle est connue pour ça. Voilà, elle est connue pour ça, elle a des amalgames avec l'immigration, elle est connue pour ça, et d'ailleurs, je dis son surnom, c'est la Morano de La République En Marche, hein. Donc c'est juste, ouais. C'est les collaborateurs c'est très parlant. Comme ça, malheureusement. On a vu ce qu'elle a fait sur Saint-Denis, hein, donc voilà. Ouais. Alors, deux petites choses pour finir, Karim, par rapport à aussi un élément très important, je sais pas quand est-ce que c'est prévu ça, sur la fameuse proposition qui est de réduire le nombre de députés et de sénateurs d'un tiers, je crois. Là, ça va être intéressant de voir un petit peu comment vont se comporter les différents députés. Alors, le groupe majoritaire, et d'ailleurs, beaucoup ont posé cette question dès le départ de la mandature. Il faut qu'on sache quand est-ce que c'est fait, sauf que je pense que le président de la République, qui a ce pouvoir-là devant le Congrès, parce qu'il attend de voir, en réalité, je le dis honnêtement, il attend de voir à quoi ça va ressembler le Sénat. C'est juste ça. Le Sénat qui a un renouvellement au mois de septembre, il attend de voir quelle majorité au Sénat, il va faire sa petite liste de voir s'il a un 3/5e, sinon il va décider soit par référendum, soit par le Congrès. Parce que c'est une loi, soit pour changer la Constitution, il faut qu'il soit une loi constitutionnelle devant le Congrès, une loi organique, 3/5e, organique, soit une loi référendaire, c'est-à-dire via un référendum. Voilà, c'est comme ça, c'est les deux manières où il peut changer la Constitution. Parce que ça, c'est pour le coup et je pense que c'est pas gagné. Je pense c'est pas gagné parce que la droite fera tout pour bloquer. Mais ça, c'est populaire, ça, Karim. Ça va marcher, ça, auprès du peuple. C'est parfait, ça. Ah bah oui. C'est clair. Moi, je suis archi pour. Hein, donc, sauf quoi, Jean-Marc? Sauf si il perd la confiance des Français et tout, et qui ne voteront pas forcément pour la mesure, mais qui vont voter contre lui. En fait, il faut faire attention à ça. Exactement. Il faut faire attention, et s'il commence à dégringoler dans l'opposition, donc les gens ne regarderont plus le fond du sujet, ils regarderont plus s'il est pour, moi je suis contre. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé souvent dans les référendums européens, alors que les gens, on a beaucoup expliqué aux gens l'intérêt, mais ils
je vais pas dire ils sont fichés du fond, mais c'était la personne qui les porte, les personnes qui les portent. On a plus confiance, donc on vote dans l'autre sens. Général de Gaulle. Est-ce qu'on a des nouvelles de cette députée alors je crois que c'est députée de Mayotte qui était visiblement qui portait le foulard. Est-ce qu'elle le porte à l'Assemblée nationale? Tu l'as croisée ou pas, Karim? Oui, je l'ai croisée plusieurs fois. Elle le porte, elle a tout à fait la légitimité. Et est-ce qu'elle a eu le droit peut-être à des remarques un peu particulières, sexistes de la part de certains députés Karim? Bon, bah décidément, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'ils remettent du réseau à l'Assemblée nationale aussi. En fait, elle fait partie des collectivités d'outre-mer. Le regard est un petit peu différent. Ça aurait été une femme qui soit sur le territoire métropolitain, le regard ça aurait été vu autrement. Là, elle sera plutôt, je dirais, sans grande importance pour eux, parce que bon, pour les députés des collectivités, ça représente pas grand-chose en fait à l'Assemblée concrètement. Ouais, en tout cas, bon, c'était bien d'avoir de ces nouvelles quand même de cette députée. Oui, toujours en direct. Karim, on t'a retrouvé. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'ils remettent du réseau à l'Assemblée nationale. Ça serait parfait, ça. Hein? Non, mais oui, je sais. Oui, mais c'est parce que c'est dans les, tu sais, c'est dans les salles de sous-sol, donc tu vois. Ah oui, c'est carrément au sous-sol, ouais, d'accord. T'es au sous-sol, Karim. Oui, bien sûr. Ah oui, et on est moins 3, si tu veux savoir. Ah oui, donc de cette députée, je te demandais si elle avait eu le droit à des remarques un peu sexistes, non? Franchement, non, parce ça te choque personne? Pas la seule, il y a un député aussi qui portait une tenue spéciale avec une jupe aussi. Une jupe? Oui, avec une jupe, parce que c'est une tradition, je crois que c'est une Polynésie française. Tout à fait. Vanuatu, voilà, Polynésie, c'est l'océan Indien, c'est exactement. Et même au Pacifique. Donc non, ils se baladent. D'ailleurs, ça change pour beaucoup de députés, mais vu que ce sont des nouveaux députés, je pense qu'ils, pour ma part, ils ressemblent un peu plus à la société française quand même. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup moins choqués que le vieux Biriscard qui était là, entre eux, et habitué au resto du 7e ou à la Tour d'Argent. Et comment va notre sulfureux Habib Meyer? Bah écoute, hier encore, il a posé une question sur le question gouvernement. Ouais. Sur sur un peu pareil, même sujet, mélange de l'antisémitisme, l'antisionisme. Donc, oui, ça n'a pas changé. Il fait son travail. Hein, j'ai envie de dire que d'autres doivent faire peut-être dans la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on quand même on observe au sein de cette nouvelle assemblée, Karim, une présence de la diversité importante? Franchement, tu regarderas tous les groupes, honnêtement, oui, sauf les groupes les Républicains. Ils ont aucun élu de la diversité. Ah oui, donc voilà. Quand je dis diversité, tu regarderas, oui. Ils sont 2-3. Ouais. Mais c'est juste incroyable. Très bien. Dernière petite question, juste pour la route, on y mange bien l'Assemblée nationale, ça va? Moi, je mange à la cantine des collaborateurs. Elle est très bien, je trouve. Mais les députés, ils ont un très bon resto, oui, donc ils mangent très bien. Ah, vous mangez pas avec les députés? Ah, vous mangez pas, vous n'êtes pas à la même enseigne? Ah non. Il y a un resto spécifique pour les députés. Ah oui, d'accord. Et c'est pas la même cuisine. Ah bah non, forcément. Les mauvaises langues disent c'est l'équivalent d'un 3 étoiles. Ah oui, d'accord. Et dites donc, ou les bonnes langues. Oui, ça dépend lesquelles. Est-ce qu'il vaut mieux être attaché parlementaire sous l'ancienne mandature ou sur la nouvelle, la nouvelle assemblée parce qu'on travaille plus, etc. Est-ce que c'était plus cool sur l'ancienne mandature? Franchement, j'ai pas encore assez de recul sur cette mandature, mais je pense que d'ici 6 mois, je dirais un peu plus. Mais en tout cas, le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, moi personnellement, je le trouve intéressant. Sinon, je serais pas là. L'ancienne mandature, tout est cadenassé. C'est que un projet de loi il arrive, je sais déjà qu'il passe, je sais déjà avec quoi il va passer et quel argument. Et aujourd'hui, on sait pas. Théâtre. Ouais. Aujourd'hui, il y a des choses, je sais pas. Étonnantes. Comment il y a des choses qui ne sont pas dans le programme. Je sais pas comment la République en marche va se positionner. Karim, juste pour finir, une petite, allez, sors-nous en exclusivité pour nous France Maghreb 2 dans le Grand Forum une petite pichenette là, un truc, une anecdote, un truc qu'on n'a pas entendu sur BFM TV. Attention. Un truc croustillant là, Karim. Allez, on compte sur toi, mon ami.
Ouais, mais tu m'en demandes un peu trop. Non, comment ça? Mais le fait, je te donne un truc, il se profile. Oui. Ça, je peux dire que tu le gardes pour toi, je le dis à l'antenne. Évidemment, évidemment. On est 2-3 à écouter, t'inquiète. On est 2-3 à écouter. Non, c'est à l'intérieur du groupe La République En Marche. Oui. Il se peut y avoir 3 camps. Enfin, je te donne une info là. Mais ça c'est pas nouveau. Arrête, Karim, tu nous arnaques. C'est pas nouveau ça. Ils sont issus de diversité, de partis diverses, donc c'est normal qu'on ait 3 camps. Ben non, c'est pas normal, ça devrait pas être normal. Et ça c'est une sorte de coalition En Marche en fait. Oui, la deuxième, si tu veux, peut-être la démission de Le Drian. Ah, voilà une info. Voilà une info, Karim. Bon, allez, t'as été sage, merci beaucoup. Oui, t'as été très sage. Merci beaucoup, Karim. À la rentrée, on va s'occuper de toi, Karim. Tu viendras nous voir dans les studios, d'accord? Ça marche. Salut, Karim, bonnes vacances. Karim, tu prends des vacances quand même là. Salut. Tu prends des vacances? Oui. Bon. Je prends une semaine, pas plus. Ah bon? Et ça travaille dur. Enfin, une semaine où tu vas travailler sur l'ordi quand même. Bah évidemment. Forcément, le téléphone 24 heures. S'il y a une actualité importante, tu es obligé de réagir. Tout à fait. Merci Karim et bonnes vacances à toi en tout cas. Bon, démission de Le Drian? Pourquoi il démissionnerait d'ailleurs? Il sait ce qu'il dit et ouais, non, je sais, en fait c'est dans l'air. C'est dans l'air. C'est dans l'air. Non, ça c'est sur France 5 ça mon ami. Non mais c'est dans l'air sur France Maghreb 2. Tout de suite. LGF, le grand forum, et grâce à Karim qui était en direct de l'Assemblée nationale il y a quelques instants. C'est un privilège offert justement aux auditeurs de France Maghreb 2. Effectivement, pour avoir les petites coulisses là, donc on a appris quelque chose quand même. Pas mal de choses d'ailleurs grâce à Karim avec ses interventions qu'on va peut-être multiplier à la rentrée avec une meilleure liaison pour qu'on puisse avoir et bénéficier d'avoir les échos. Vous savez, voilà, pas besoin d'aller sur les chaînes d'infos. On aura les dernières infos en direct de l'Assemblée nationale pour savoir ce qui s'y passe, y compris d'ailleurs les infos croustillantes parce qu'il s'en passe des choses. Donc voilà, on a appris quand même que d'après Karim, encore une fois, la France insoumise fait beaucoup de lobbying, de communication pour se faire entendre, pour exister peut-être, je sais pas. En tout cas. Mais ça fait pas mal de coups. Voilà. Ça fait partie du jeu parlementaire. En Angleterre, c'est pire. Ça fait partie un petit peu du folklore politique. Et puis c'est comme ça aussi qu'on prend conscience que certaines personnes. Pour moi, ça anime un peu le truc. Voilà. Et puis les gens qui ont voté pour eux se disent tiens, bon, ils parlent de nous. L'histoire des courses, c'est marrant, c'est anecdotique. Ou les sans cravates. Mais voilà. Mais quelque part, c'est ça pas que du mauvais. Bon. Alors petite chose pour finir cette émission. Je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler de Emmanuel Macron qui est parti à Orléans ce matin. La France qui va créer dès cet été des centres supplémentaires pour les migrants. Déclaration d'Emmanuel Macron donc il y a quelques instants, il y a quelques heures à l'occasion de sa visite à Orléans puisqu'il y était dans une structure d'hébergement pour les réfugiés. Il assure qu'il veut accélérer l'examen des dossiers des demandeurs d'asile qui arrivent en France et il parle d'une innovation, sa volonté de délocaliser les procédures sur le territoire africain afin, dit-il, d'assurer un pré-traitement de ces demandes. Voici ce qu'il a déclaré ce matin. Aujourd'hui, le défi de l'Europe, c'est de mieux s'organiser, c'est de mieux coopérer, mais c'est de tout faire pour, là aussi, se protéger et savoir accueillir celles et ceux que nous devons accueillir parce que leur vie est en danger. Et c'est pourquoi je souhaite que l'Union européenne, mais à tout le moins la France le fera-t-elle, puisse aller traiter les demandeurs d'asile au plus près du terrain, dans l'état tiers le plus sûr, proche justement des états d'origine. C'est pourquoi nous développerons des missions de l'OFPRA qui iront les unes sur les hotspots italiens pour améliorer notre coopération avec l'Italie en termes justement de demandeurs d'asile, les autres sur le sol africain, dans les pays sûrs où nous pourrons organiser ces missions pour traiter les demandeurs d'asile et leur éviter de prendre des risques inconsidérés. Alors, bonne ou mauvaise chose, mon cher ami Jean-Marc, à première vue? Alors, ça part certainement d'un bon sentiment, mais comment prouver vraiment que la vie de quelqu'un est en danger? C'est ça qui est important. Aller au plus près, d'accord, mais c'est très compliqué de prouver que la vie d'un individu est en danger sur un territoire pour X raisons, à part les gens qui sont connus notoirement. C'est ça la complexité en fait.
Quelques infos zappées. Rihanna qui évoque une rencontre absolument incroyable avec les Macron, dit-elle. Oui, bon, je sais qu'elle a une fondation, qu'elle a quand même, peu importe le côté showbiz, je sais qu'elle a une fondation, qu'elle a quand même pas mal œuvré pour l'instruction des enfants. Elle a vraiment fait des choses, ça c'est acté, ça c'est sûr. Maintenant, bon, c'est peut-être du m'as-tu vu, c'est peut-être le côté marketing du côté des artistes, ça marche pour moi. Oui, ça marche, bien sûr. Ben c'est dans son intérêt. Petite polémique au Maroc maintenant. Alors on parle d'après ce qu'on a eu dans la presse à propos de l'état civil, l'interdiction faite apparemment chez certains de prénom Amazir. C'est ce qui a été relevé et qui fait polémique en ce moment au Maroc. Bon, affaire à suivre. Ouais. Sinon, la mousson qui fait des dégâts en Inde, mon cher ami comme d'habitude, Jean-Marc, comme chaque année, avec un bilan qui s'alourdit. On est à 118 morts là. Chaque année c'est la même. Il n'y a pas de travail de prévention, de sensibilisation fait en amont. Les gens construisent souvent sur des zones inondables et voilà, il n'y a rien qui est fait justement pour pouvoir empêcher ces désastres. Alors autre polémique aussi qui est très alimentée d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ça se passe en Algérie. Apparemment des milliers de femmes organisent la révolution du Burkini. Non, bikini, pardon. Du bikini? Du bikini, pardon. Du bikini. Oui, j'ai un peu de mal tellement. Du bikini. Écoute, ça aussi, ça à prendre les choses par parcimonie. Et le pays a ses cultures, a ses traditions. Je pense qu'il faut aussi ne pas vouloir faire comme chez les autres. Ouais. Donc il faut y aller doucement et tranquillement. Merci Jean-Marc Zébellus. Bonnes vacances à toi. Demain. Merci, mais on doit se retrouver demain pour une dernière, je pense. Ouais, tu seras là aussi alors. Ben oui, pour forcément. La dernière. Très bien, rendez-vous demain, la suite du Grand Forum dans un instant, juste après Marine Garel pour le rappel. Bonsoir à tous, c'est les chantiers navals de Saint-Nazaire nationalisés. Bruno Le Maire vient d'en faire l'annonce, mais une nationalisation temporaire. Les discussions avec l'industriel italien Fincantieri vont se poursuivre. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire se rendra dès mardi à Rome. Cette nationalisation va coûter environ 80 millions d'euros à l'État. Les pompiers restent en action même si la progression des incendies ralentit. Dans le sud-est, il y a eu 200 départs de feu en 48 heures et certains sont criminels. Un déplacement fortement symbolique pour le président Emmanuel Macron qui était à Orléans ce matin, au moment où plusieurs ONG demandent au gouvernement de cesser immédiatement les renvois vers l'Italie de migrants après l'interpellation de 150 d'entre eux en gare de Cannes. Le chef de l'État était accompagné du ministre de l'Intérieur pour des rencontres avec des réfugiés dans un centre provisoire d'hébergement. Ce drame dans une colonie de vacances, un adolescent de 15 ans originaire de Chamonix a trouvé la mort hier après-midi dans le sud de l'Ardèche en sautant dans une rivière. La sortie était pourtant encadrée et le site connu des amateurs de baignade. On apprend la mort de Michel Durafour, le maire de Saint-Étienne et député de la Loire. Il avait 97 ans, ancien ministre du Travail de Jacques Chirac, puis de l'économie dans le gouvernement Barre. À l'étranger, deuxième journée de grève au Venezuela, les opposants mettent la pression sur le président Maduro. Objectif, le faire renoncer à son projet d'assemblée constituante. Au Proche-Orient, la tension s'estompe après le retrait de toutes les mesures de sécurité mises en place aux entrées de l'esplanade des mosquées. Un responsable religieux musulman annonce que les Palestiniens retourneront prier dès cet après-midi à la mosquée sur l'esplanade. Nous serions stupides de ne pas prendre 2028, c'est une phrase prononcée par le maire de Los Angeles. La ville californienne devrait se positionner pour organiser les Jeux Olympiques de 2028 et laisser à Paris le soin d'organiser ceux de 2024. Réponse le 13 septembre, le vote aura lieu au Pérou. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.